Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Donc, dans la continuité toujours des indigestions chez les ruminants, nous allons voir aujourd'hui la partie 3. C'est la suite de la réticulopéritonite traumatique. Donc, après avoir vu les causes prédisposantes, nous allons voir aujourd'hui les causes favorisantes. Donc, parmi les causes favorisantes, nous avons l'alimentation végétale. Effectivement, l'alimentation végétale est une cause qui peut favoriser l'apparition de la réticulopéritonite traumatique. Donc, l'alimentation végétale, pourquoi? Parce que elle peut contenir des éléments à base de fer, à base de fils de fer, de bottes, et ainsi de suite. Deuxième cause, toujours dans les causes favorisantes, c'est les vaches gravides. Les vaches gravides, ça veut dire les vaches gestantes. Les vaches gestantes sont prédisposées à développer des réticulopéritonites traumatiques. Pourquoi? Parce qu'il y a l'effet compression de l'utérus sur le réticulo-rumen. Et donc, les vaches gravides ont une prédisposition encore plus importante pour que le corps étranger puisse perforer la paroi du réseau. Nous avons aussi comme cause favorisante les efforts expulsifs lors de la mise bas. Lors de la mise bas, les efforts expulsifs peuvent être des causes favorisantes parce que les efforts sont essentiellement des efforts abdominaux. Et donc les efforts abdominaux vont créer une pression sur tout le système digestif, et essentiellement le RR. Et donc le corps étranger peut facilement pénétrer la paroi du réseau. Autre cause favorisante, nous avons le transport ou la marche forcée, notamment la descente de plan incliné. La descente de plan incliné. Parce que par effet de gravité, s'il y a une descente ou une marche forcée, les organes abdominaux vont presser au niveau donc du RR, et le corps étranger, il aura tout le temps et toute la possibilité de pénétrer à l'intérieur de la muqueuse ou de la paroi du réseau. Maintenant, passons à la pathogénie. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque le corps étranger va pénétrer au niveau de la paroi du réseau, et il va toucher aussi le péritoine? Donc, il faut savoir que le réseau est le lieu préférentiel des perforations par les corps étrangers. Vous savez pourquoi? Parce que c'est à cause de sa position déclive, à cause de sa structure alvéolée, donc en nid d'abeille, à cause des contractions régulières et puissantes, donc les biphasiques, première contraction, la deuxième contraction, et on avait dit que la deuxième contraction était caractérisée par un accolement des deux parois du réseau et la disparition de la lumière. La situation de carrefour entre le rumen et le feuillet, donc, ce qui plaidait en faveur d'une rétention de toute structure qui avait donc une possibilité de créer une réticulopéritonite traumatique. D'accord? Donc, ça c'est pour le réseau. Le corps étranger, il peut aussi migrer. Donc il peut toucher le réticulo-péritonite, donc il peut toucher le réticulum et le péritoine. Il peut aussi migrer vers le bas et vers la gauche. Et dans ce cas, il va vers le cœur. Donc il va entraîner ce qu'on appellera par la suite une péricardite traumatique, qui va être une complication très fréquente de la RPT, donc de la réticulopéritonite traumatique. Et la péricardite traumatique, vous allez voir qu'elle est plus spectaculaire. Il y a beaucoup de signes cliniques et la péricardite, généralement,
c'est un pronostic très sombre par rapport à la réticulo-péritonite traumatique. Lors d'une RPT, lors d'une réticulo-péritonite traumatique, on observe une réticulite, ça veut dire une inflammation de la paroi du réseau, et une péritonite aiguë localisée. Donc vous allez voir que lors de réticulo-péritonite traumatique, les phénomènes inflammatoires vont prendre le dessus sur tout ce qui est tableau clinique. Hein? D'accord? Et donc nous allons avoir un phénomène inflammatoire, un phénomène infectieux. Pourquoi? Parce que le corps étranger, lorsqu'il pénètre au niveau de la paroi, il traverse la paroi du réseau, il emmène avec lui toute la flore du RR, et donc c'est une flore qui va se localiser au niveau du péritoine, entraînant dans un premier temps une réticulite et dans un second temps une péritonite localisée d'origine infectieuse, ce qui va nous donner automatiquement l'apparition de fièvre, donc fièvre comme signe d'une infection. Cette fièvre, elle est variable, elle peut osciller entre 39,5 et 40, donc c'est une fièvre d'origine infectieuse. Il y a aussi la modification des paramètres sanguins. Les deux paramètres sanguins les plus importantes qui vont être touchés par cette perturbation, ce sont les protéines totales et le fibrinogène qui vont augmenter. Et donc, les protéines totales et les fibrinogènes sont le signe d'un phénomène inflammatoire. Inflammatoire. Il y a aussi donc réaction douloureuse. S'il y a une réaction douloureuse, elle va être la cause de l'arrêt de la motricité gastrique, qu'il soit primaire ou secondaire, et c'est le symptôme de l'indigestion. Donc si on vous pose une question d'où vient l'indigestion lors d'une réticulopéritonite traumatique, vous évoquez le phénomène de douleur qui va entraîner l'arrêt de la motricité gastrique. Sur le plan évolution maintenant, comment la RPT peut-elle évoluer? Elle peut évoluer de différentes façons. La première évolution, c'est une évolution vers la guérison. Le corps étranger retourne dans la lumière du réseau. Et il y a apaisement, il y a donc diminution des phénomènes infectieux et des phénomènes inflammatoires. Et là, le phénomène, il peut évoluer vers la guérison. Mais c'est une évolution rare. La deuxième évolution, la plus probable et la plus fréquente, c'est la péritonite localisée chronique. Donc il y a donc évolution vers la péritonite localisée chronique. Par quoi elle se caractérise, cette péritonite localisée chronique? Par des abcès, Winsebourne, entre la paroi du réseau et la paroi abdominale. Donc des abcès qui vont être générés par un phénomène d'abcédation, et donc l'organisme il essaye de cerner le processus infectieux, le processus inflammatoire sous forme d'abcès. Le deuxième aspect de cette péritonite localisée chronique, ce sont les adhérences viscéro-pariétales. Alors viscéro-pariétal, ça vient du mot viscère, et pariétal c'est les parois. Donc les parois, ou la paroi. Donc les viscéro-pariétales, qu'est-ce qu'on aura? On aura une adhérence entre la paroi du réseau et la paroi la paroi abdominale. Nous avons aussi des adhérences entre le réseau rumen et la paroi abdominale, ou on peut avoir aussi des adhérences entre les trois en même temps. Cette adhérence viscéro-pariétale, elle peut être aussi un phénomène qui va générer une gêne mécanique par une hypomotilité. C'est ce qu'on appelle une indigestion chronique. Et l'indigestion chronique, par quoi elle va se caractériser? Par une météorisation, une alternance entre météorisation et phase de rémission,
et une phase d'inappétence, voire anorexie, puis des phases de rémission. D'accord? Des phases de rémission. Autre manifestation aussi lors de péritonite localisée chronique, ce sont les atteintes du nerf vague. La branche ventrale, la branche ventrale du nerf vague. Et là, on va assister à ce qu'on appellera par la suite le syndrome de O'Flund antérieur. Le syndrome de O'Flund antérieur. Hein? D'accord? Ou ce qu'on appellera le syndrome vagal. On va essayer de le détailler lorsqu'on va aborder le syndrome de O'Flund. Autre évolution possible de cette réticulopéritonite traumatique, nous avons une évolution vers la péritonite généralisée. La péritonite généralisée, Dieu merci, elle est rare, mais elle aboutit le plus souvent à la mort de l'animal. Donc, la mort de l'animal qui va suivre la péritonite généralisée, parce qu'une péritonite généralisée va automatiquement entraîner un syndrome hémodynamique, hein, aboutissant au phénomène de choc. Et donc, c'est un animal qui va mourir dans les heures qui suivent. Donc, vers la péritonite généralisée ou bien vers une péricardite. Hein, c'est dans le cas où le corps étranger va migrer en avant et vers la gauche. Donc, en avant et vers la gauche, il va donner donc un phénomène de péricardite. C'est l'inflammation du péricarde. Le péricarde étant la membrane qui couvre la partie externe du cœur. Et là, il faut savoir que c'est un phénomène très fréquent. Hein. C'est un phénomène très fréquent. C'est une complication très fréquente de la réticulopéricardite traumatique. Et là, nous allons avoir un syndrome cardiaque qui va s'installer. Donc, avec œdème du fanon, œdème de l'auge, turgescence de la veine jugulaire, et ainsi de suite. On va essayer de voir par la suite plus en détail. On peut avoir aussi une évolution vers une atteinte des autres organes. Une atteinte des autres organes. Je vous ai dit, hein, donc selon l'orientation du corps étranger, on peut avoir plusieurs évolutions. Parmi elles, nous avons une évolution vers les atteintes d'autres organes qui sont plus proches, donc de par leur proche contiguïté avec le réseau. Par exemple, nous avons des abcès hépatiques ou bien des périhépatites. Nous avons des abcès spléniques ou des inflammations donc, des splénites ou périsplénites. Et nous avons aussi des diaphragmatites ou bien des abcès au niveau du diaphragme. Voilà donc un petit peu les différentes évolutions probables de la RPT. Donc la réticulopéritonite traumatique. Très bien. Voyons maintenant une petite étude épidémiologique. Donc, quels sont les animaux qui sont susceptibles d'avoir plus de chances d'avoir une réticulopéritonite traumatique? Est-ce que c'est les femelles? Est-ce que c'est les mâles? Et on va essayer de voir par la suite. Donc, il faut savoir que sur le plan épidémiologique, c'est des cas retrouvés chez des animaux de plus de 18 mois. Plus de 18 mois. Pourquoi 18 mois? Parce qu'à cet âge, tout le tube digestif, il est développé, il est complètement développé, donc sur le plan structural, sur le plan fonctionnel, et donc c'est des animaux au-delà de 18 mois qui sont particulièrement touchés. Nous avons aussi remarqué que les femelles après la mise bas, donc après la mise bas, et on avait dit que les efforts et la gestation, c'était des facteurs favorisants. Et donc, les femelles après la mise bas, et généralement, la réticulopéritonite traumatique fait généralement partie des maladies du postpartum. Il faut savoir aussi que c'est des pathologies sporadiques. Hein? C'est-à-dire, nous n'avons jamais
eu des problèmes dont aussi de corps étranger. Hein. Donc, généralement, c'est une vache qui est atteinte par ce problème. Si à la rigueur, on peut retrouver par exemple 2 voire 3 vaches, mais à des intervalles éloignés, Donc 18 mois d'âge après les mises bas et des cas sporadiques, parce qu'il n'y a pas un aspect contagieux, Maintenant sur le plan clinique. Donc le tableau clinique, par quoi il est caractérisé, hein? Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs formes de RPT, donc plusieurs formes de réticulopéritonite traumatique, qui présentent différents symptômes. Donc il y a différents types de formes de réticulopéritonite traumatique, et chaque forme, elle va donner des signes pathognomoniques qui vont la caractériser. Donc, on commence par la première forme, et la plus classique, la plus fréquente. C'est la forme classique aiguë. Hein? Donc, la forme classique aiguë. Alors, c'est la forme la plus fréquente. Hein? Il y a 3 types de signes. 3 types de signes. Alors, nous avons les signes généraux. Alors, les signes généraux, ils sont caractérisés par quoi? Il faut bien les retenir. L'apparition brutale sur des animaux qui, la veille ou l'avant-veille, étaient en très bonne santé, qui mangeaient, qui avaient une lactation normale et qui bougeaient normalement. Donc, l'apparition normale, qu'ils avaient des phénomènes de rumination et des phénomènes moteurs normaux, et 24 heures après, il y a l'apparition brutale des signes. Donc, l'apparition brutale fait partie des signes majeurs de la forme classique aiguë de la réticulopéritonite traumatique. Nous avons aussi l'anorexie totale ou partielle brutale. D'accord? L'anorexie totale ou partielle. Alors, l'anorexie, elle peut être totale si le corps étranger pénètre et il fait des dégâts plus importants. Elle peut être aussi partielle lorsque le corps étranger il pénètre, mais sa pénétration elle est minime. Donc, comme signes aussi généraux dans la forme classique aiguë, nous avons la chute de production lactée. Et là, j'attire votre attention sur la chute de production lactée. Elle est énorme. Elle peut dépasser les 50 à 60% de la lactation. Ça, c'est énorme. Et c'est le signe d'appel sur lequel l'éleveur va nous solliciter. Il va nous solliciter. Donc, chute de production drastique, chute de production lactée drastique, hein, supérieure à 50, voire à 60%. Nous avons aussi l'hyperthermie, donc comme on l'avait dit, entre 39 et 40 degrés. Pourquoi il y a de l'hyperthermie? Parce qu'il y a un processus infectieux, un foyer infectieux. D'accord? Un foyer infectieux. Ça, c'était les signes généraux. Maintenant, les signes d'indigestion. Les signes d'indigestion. Donc, les signes d'indigestion. Les signes d'indigestion. Alors, les signes d'indigestion, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque un rumen atonique, donc pas de mouvement du tout, ou hypomotile, peu de contraction. Donc nous avons une atonie ou une hypomotilité du rumen. D'accord? Ça c'est le premier signe d'indigestion. Rumen, atone ou hypomotile. Deuxième, c'est la distension modérée du flanc gauche, un léger météorisme. Un léger météorisme. Pourquoi? Parce que les gaz qui s'échappent de la fermentation vont continuer à s'échapper, mais comme les phénomènes moteurs secondaires ne se déroulent pas, et donc pas d'éructation, donc ces gaz, ils vont s'accumuler en petite quantité au niveau du dôme gazeux, ce qui va donner une distension modérée du flanc gauche et un météorisme léger, hein, léger, à ne pas confondre avec le météorisme lors de météorisation gazeuse, où là, le météorisme, il est très très important, il est énorme.
Troisième signe d'indigestion, c'est l'émission faible de fesses secs, hétérogènes, avec des fibres non digérées. Avec des fibres non digérées. Donc l'émission faible, c'est en petite quantité. Fesses secs, ça veut dire qu'elle ne contient pas la fraction hydrique. Hétérogène, des fois, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque deux phases. Là, une phase liquide et une phase solide, hein, qui se combinent. Il dit sur les fientes d'Al-Djadj. Donc, le pourtour, il est liquide et à l'intérieur, il y a du contenu solide. On dit que les fesses sont hétérogènes et c'est un signe de l'indigestion, avec des fibres non digérées. Troisième signe, toujours dans le tableau clinique de la réticulopéritonite traumatique, la forme classique aiguë, nous avons les fameux signes de douleur. Donc, quels sont ces phénomènes de douleur? Nous avons donc ces douleurs qui vont se localiser au niveau de la région xiphoïdienne. C'est la partie caudale du sternum. D'accord? C'est en arrière du sternum. D'ailleurs, on va voir que on va essayer de faire quelques manœuvres pour mettre en évidence cette douleur par des moyens qui mettent en évidence cette douleur et la région qu'on va solliciter, c'est la région en arrière du sternum, c'est ce qu'on appelle la région xiphoïdienne. D'accord? Voilà. Donc, il faut faire très attention. Des fois, les signes de douleur sont transitoires et discrètes, voire absentes à partir du troisième jour. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène d'adaptation de l'organisme à cette douleur. Et donc, si vous intervenez 3 jours après, vous risquez de ne pas avoir des signes de douleur. Donc, il faut faire très très attention. Donc, les signes de douleur peuvent être transitoires, discrètes, voire absentes à partir du troisième jour d'intervention. Donc, il faut faire très attention. Parce que des fois, on se dit que voilà, il n'y a pas de douleur, donc c'est pas une RPT, alors que c'est une RPT qui dure depuis 3 jours ou 4 jours, où l'organisme s'est un petit peu habitué, où il s'est adapté au phénomène de douleur. Et là, la douleur, elle peut être transitoire, discrète ou absente. Donc, faites attention lorsque vous intervenez un petit peu plus tardivement. Donc, quels sont, sur le plan inspection de loin, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une vache qui fait le dos rond, donc le dos voussé, et nous avons les faciès de douleur. Donc, si vous remarquez directement le faciès de l'animal, c'est un faciès qui a de la douleur. Donc, ça se manifeste au niveau du langage des oreilles, au niveau donc c'est comme si c'était une vache qui était un petit peu inquiète, qui avait quelque chose à l'intérieur du ventre, la tête toujours basse, les oreilles et ainsi de suite. Il y a donc des signes très très évocateurs, ce qu'on appelle un faciès de douleur. Mais le plus important, c'est surtout le dos rond ou le dos voussé. Donc le dos voussé avec faciès de douleur. Nous avons aussi des abductions des coudes. Qu'est-ce que ça veut dire abduction des coudes? Ça veut dire que l'animal va éloigner ses membres antérieurs. D'accord? Avec une abduction, ça veut dire une sortie des coudes vers l'extérieur. Et c'est une position antalgique.
pour soulager un petit peu la douleur au niveau de la région xiphoïdienne. Il y a aussi le refus de se déplacer. Le refus de se déplacer. Pourquoi? Parce que l'animal a mal et donc il refuse de se déplacer. Et généralement, les vaches à RPT, ce sont les vaches qui refusent de se déplacer, même pour aller manger, pour aller vers la salle de traite, et ainsi de suite. Donc, c'est un refus de se déplacer vers des endroits stratégiques, vers une activité stratégique. Les plaintes expiratoires lors d'efforts, lorsqu'on on fait donc les épreuves d'effort, il y a des plaintes expiratoires. Donc des plaintes expiratoires, ce sont des plaintes qui se caractérisent par une inspiration, apnée et expiration. Ça veut dire que l'animal a mal et on va voir que lorsqu'on fait les épreuves de douleur, ces plaintes expiratoires vont être recherchées au niveau de la tête de l'animal. On peut mettre en évidence la douleur due à une RPT par différentes épreuves. L'épreuve du bâton, l'épreuve du garrot, l'épreuve du plan incliné. Alors l'épreuve du bâton, s'il est très facile, on ramène un bâton, on le met au niveau donc de la région xiphoïdienne, au niveau de l'arrière du sternum. On demande à deux aides de part et d'autre de l'animal, donc du côté latéral gauche et du côté latéral droite, de soulever le bâton et de le laisser tomber d'une façon brusque. Et l'opérateur, qui est le vétérinaire, va se placer au niveau de la cavité buccale et au niveau en avant devant donc l'animal pour écouter ces plaintes expiratoires. Donc, s'il y a des plaintes expiratoires, on va automatiquement dire qu'il y a des douleurs au niveau ventral, au niveau de l'appendice xiphoïde, ou bien de la région xiphoïde. L'épreuve du garrot. Alors l'épreuve du garrot, qu'est-ce qu'on fait? On pince le garrot. Donc on prend le garrot, on le pince, et physiologiquement, une vache sur laquelle on exerce une pression au niveau du garrot, qu'est-ce qu'elle aura tendance? Elle aura tendance à s'affaisser. Et donc, nous allons avoir une concavité au niveau de la ligne dorsale. Une concavité au niveau de la ligne dorsale. Chose qu'on ne verra pas lorsqu'il y a une RPT, une réticulo-péritonite traumatique. Parce qu'il y a de la douleur, l'animal, en lui pinçant le garrot, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas s'affaisser, il va résister et il va émettre des plaintes. On arrive à l'épreuve du plan incliné. Alors, le plan incliné, il a été utilisé pendant longtemps. Moi, personnellement, je ne l'aime pas. D'ailleurs, j'ai mis que c'était un mauvais test à ne plus utiliser parce qu'il constitue un danger. L'animal peut mourir sur place. Il peut mourir par pénétration du corps étranger à l'intérieur du cœur. Donc à ne plus utiliser, d'autant plus qu'on a d'autres moyens maintenant qui peuvent nous donner une orientation et nous donner donc un diagnostic précis. Je parle de l'échographie, mais même avec les signes cliniques, l'épreuve du bâton et l'épreuve du garrot, on peut avoir une idée sur le diagnostic clinique de la réticulo-péritonite traumatique. Nous avons aussi la possibilité de mettre en évidence cette douleur en exerçant des percussions dans la zone de projection du réseau. La percussion dans la zone de projection du réseau. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on fait? Soit une percussion, soit une pression. Une pression à l'aide du coude, à l'aide du poing. Donc, on met le poing sur notre membre inférieur, donc genou, et on essaie d'exercer des pressions donc alternées sur la région de projection du réseau. Vous allez me dire quelle est cette région, quelle est cette zone de projection du réseau. Donc je vous ai mis
un petit rappel sémiologique. Nous avons ici un petit schéma qui nous rappelle un petit peu la zone de projection du réseau. C'est ce qu'on appelle la zone de Liès. La zone de Liès. Alors la zone de Liès se retrouve à gauche et à droite. À gauche et à droite. Donc c'est une zone qui relie 4 points. Donc le premier point à droite, la pointe du coude, l'appendice xéphoïde et l'ombilique, avec un point qui relie une ligne fictive à partir de la pointe du coude et c'est un point d'intersection de la pointe d'une ligne fictive passant par à un travers de main au-delà de la pointe donc du coude, au-dessous de la pointe de l'épaule, et une ligne fictive du bord caudal du champ pulmonaire. Donc cette zone qui est assurée, c'est la zone de projection du réseau. La zone de projection du réseau. Par contre, à gauche, elle se situe un petit peu en haut. Pourquoi? Parce qu'il y a donc la matité cardiaque. Donc il y a la matité cardiaque à gauche. Donc c'est la même chose, sauf que le point supérieur, il est un petit peu situé en haut. Donc vous voyez ici que la partie assurée, elle est plus importante que la partie droite. Donc c'est cette zone qu'on va explorer grâce à quoi? Grâce au test de douleur ou à l'échographie aussi. À l'échographie, c'est cette zone qu'on va utiliser pour voir un petit peu l'état de la paroi du réseau et de l'atrium du rumen. Donc, si on veut récapituler un petit peu sur le plan clinique. Sur le plan clinique. Donc, si on veut récapituler, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'un cas typique de RPT, comment il va classique aigu. Donc, comment il va se manifester? Ou bien, quel est le prototype de vache qu'on va essayer de voir lorsqu'il y a une suspicion de réticulopéritonite traumatique classique aiguë. Donc c'est une vache en période postpartum. Donc c'est une vache période postpartum qui présente une anorexie subite totale avec une chute de la production lactée, une légère hyperthermie et une douleur xéphoïdienne. Donc vous voyez, les facteurs sur lesquels on peut se baser pour orienter notre diagnostic vers une RPT. Classique aiguë. Hein? Donc 1. Vache. 2. Période postpartum. 3. Anorexie subite totale. 4. Chute de la production lactée foudroyante. 5. Légère hyperthermie. Et 6. Douleur xéphoïdienne. Donc si on regroupe tous ces signes chez une vache en période postpartum, on peut dire qu'on est devant un cas cliniquement décelable de RPT. D'accord? RPT. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, que cette affection évolue soit vers une guérison avec reprise de l'appétit et réapparition des signes généraux fonctionnels et algiques. On avait dit que c'était très très rare, malheureusement. Hein, on aurait aimé que la guérison soit spontanée et que la guérison pouvait s'installer. Mais c'est très rare, je vous assure. Soit une chronicité avec une péritonite généralisée et une atteinte d'autres organes, c'est le plus souvent. Voilà, donc nous avons terminé avec cette troisième vidéo. On essaiera de voir
dans la prochaine vidéo, la suite. Je vous remercie.